Et bonsoir Sophie Binet. Merci d'être là. Le rapport annuel du COR, le Conseil d'orientation des retraites, a fuité donc hier dans la presse. Il tire la sonnette d'alarme sur le creusement des déficits. Si rien n'est fait, l'objectif du retour à l'équilibre ne sera pas atteint, dit-il, en 2030, comme le prévoyait la réforme d'Emmanuel Macron de 2023. Il va donc falloir travailler plus longtemps, écrit le Conseil d'orientation des retraites, jusqu'à 66 ans et demi à l'horizon 2070. Quelle est votre réaction ? D'abord, ce rapport confirme ce que nous disions il y a 2 ans, à savoir que la réforme d'Emmanuel Macron ne résout même pas le problème de financement. Ensuite, il y a par contre un problème dans ce rapport. C'est le premier depuis que Gilles Berset préside cette instance, puisque là, clairement, le COR sort de son rôle. D'habitude, c'est la première fois que le COR privilégie clairement un scénario plutôt que d'autres. Donc il met la pression sur les partenaires sociaux, selon vous, ce rapport ? Ah oui, tout à fait. Ça montre une reprise en main politique du Conseil d'orientation des retraites, puisque pour la première fois, sur la base de scénarios macroéconomiques d'ailleurs très discutables, le COR privilégie une orientation plutôt qu'une autre. Ça n'est pas son rôle. Et ce que je veux dire, c'est que ce rapport n'est pas définitif. Il doit être validé par le Conseil d'orientation des retraites qui se tiendra ce jeudi et que la CGT entend bien le modifier parce que sa synthèse, notamment ce tableau, n'est pas acceptable. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce Conseil d'orientation des retraites qui dépend de Matignon, qui est censé être pluraliste et indépendant, est quoi ? Manipulé par Gilles Berset, son président. Il a été repris en main par Gilles Berset, qu'il sort de son rôle. Les scénarios macroéconomiques, les principaux éléments du rapport sont justes et sont intéressants. Oui. Il faut en parler. Ces principaux éléments, ils disent quoi ? Ils disent que, globalement, d'ici 2070, malgré la forte augmentation démographique du nombre de retraités, les dépenses de retraite vont rester stables dans le pays. Donc, ce premier élément, ça rompt tous les scénarios catastrophistes, il n'y a pas de dépenses qui sont hors de contrôle. Il y a quand même des déficits qui se creusent. Et oui, quel est le problème ? C'est que les recettes baissent. Déjà aujourd'hui, 6,6 milliards en 2030, jusqu'à 1,4 point de PIB en 2070. En fait, le problème, pourquoi est-ce que les déficits augmentent ? Parce que les recettes baissent. Et donc, cela démontre que ce sur quoi il faut agir, c'est les recettes. Il faut augmenter les recettes pour financer notre système de retraite, notamment dans le secteur de la fonction publique. Il faut augmenter les recettes, salaires. C'est les cotisations ? Oui. Les cotisations retraite payées par les salariés ? Le rapport dit très clairement que c'est récessif, et donc parce que ça fait baisser le pouvoir d'achat, baisser les salaires, ce que ne veut pas la CGT. C'est là où nous ne sommes pas d'accord avec le Conseil d'orientation des retraites. L'effet récessif de l'augmentation des cotisations, elle reste à démontrer, c'est extrêmement discutable. Pour avoir plus de recettes pour financer nos retraites, il y a une pluralité de solutions. On peut augmenter les salaires, on peut supprimer les inégalités de salaire qui discriminent les femmes, par exemple. Ça serait une belle solution de financement. Ça peut-être que le conclave y parviendra. Malheureusement, pour l'instant, ils ne sont pas sur cette piste-là. Il faut aussi augmenter le taux d'emploi, notamment des seniors. Et puis, la CGT demande aussi de mettre à contribution les dividendes qui, aujourd'hui, sont moins taxés que le travail. Il y a une série de solutions pour Donc, il y a une alternative au recul de l'âge légal. Tout à fait. Et on voit que le recul de l'âge légal tel qu'il a été imposé en 2023 ne répond pas aux problèmes de financement, puisque on nous disait, ne vous inquiétez pas, avec cette réforme, les problèmes seront réglés pour les 50 prochaines années. 2 ans à peine après cette réforme, alors qu'elle fait déjà des ravages, on nous dit qu'il faudra travailler jusqu'à 66 ans. Il faut arrêter de se moquer du monde quand même. Sauf que quand même, la question de l'équilibre budgétaire du système de retraite, c'est notre question et celle de nos enfants. Donc si tout le monde veut pouvoir avoir une pension décente, il faut que le système soit équilibré. Vous êtes toujours à la CGT sur le retour aux 62 ans ? Bien sûr. Avec les budgets en déficit massif que nous avons ? Bien sûr, et c'est pour ça que l'actualité de cette semaine, ce n'est pas ce rapport du COR, l'actualité de cette semaine, c'est l'Assemblée nationale qui, ce jeudi, a enfin pu voter sur la réforme des retraites. Ça fait 2 ans et demi qu'Emmanuel Macron empêchait de voter sur les retraites. Eh bien, les députés, à une écrasante majorité, 189 contre 35, ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites. Comment vous faites ? Ça coûte 15 à 20 milliards d'euros par an de revenir aux 62 ans.
ça coûte... On a 40 milliards de déficit à trouver rien que pour l'année prochaine. Non. Qui va payer, qui va financer sur les tout ça? c'est pas 40 milliards de déficit à trouver pour l'année prochaine. Non, pas pour les retraites, je parle du budget. Pour financer l'abrogation, il faut trouver autour de 10 milliards. Et donc, la CGT a déjà fait une série de propositions que je rappelle. Mettre en place l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, soumettre tous les éléments de notre rémunération à cotisation, par exemple l'intéressement, la participation, les primes, taxer les dividendes au même niveau que les salaires, ça permettrait tout ça de financer non seulement les 62 ans, mais plus loin les 60 ans, parce que je rappelle qu'une large majorité de Françaises et de Français sont toujours favorables à la retraite à 60 ans, et on comprend pourquoi. Il y a des dizaines de milliers de salariés qui sont licenciés d'emplois qui sont trop pénibles pour être exercés jusqu'à 62 ans, et puis aujourd'hui, la vague de licenciements que l'on voit, elle pénalise d'abord les seniors. Vous l'entendez monter, cette petite musique, sur la capitalisation? La CPME qui est présente dans le conclave la défend. Édouard Philippe, candidat à la présidentielle, défend un système qui serait géré par les partenaires sociaux, obligatoire de 15%, une sorte d'épargne privée de chaque retraité, enfin futur retraité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis très inquiète parce que, donc, clairement, c'est les milieux patronaux qui poussent sur cette option-là. Pourquoi ? Parce que nos retraites, c'est un marché pour eux. Et donc, la capitalisation, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne coûte pas moins cher que la répartition. Pour la capitalisation, on cotise aussi. La différence, c'est que notre argent, au lieu d'aller financer immédiatement les retraites de nos aînés, permet de spéculer et de financiariser l'économie. C'est la raison pour laquelle nous sommes fondamentalement opposés à ce système, qui est en plus le système le plus risqué pour les retraités. On voit ce qui s'est passé il y a quelques semaines pour les retraités américains qui, pour beaucoup, ont vu leur fonds de retraite partir en fumée à cause des folies de Donald Trump. Éric Lombard a fermé la porte à la capitalisation, le ministre de l'économie et des finances. J'imagine que vous dites tant mieux. Mais avec un peu de recul, alors que le conclave est dans la dernière ligne droite, les partenaires sociaux vont devoir trouver ou pas, d'ailleurs, on verra, un accord, mais peut-être sur la question de la retraite des femmes, la pénibilité, les carrières longues. Vous ne regrettez pas d'avoir quitté ce conclave? Le problème, c'est que le patronat et le gouvernement se sont unis pour empêcher que dans ces discussions, on parle du sujet essentiel, à savoir les 64 ans. La CGT, elle est rentrée déterminée dans ces discussions pour en sortir avec l'abrogation des 64 ans. Donc boycotter, aucun regret. Que nous portons avec l'ensemble des syndicats. Vous ne croyez pas du tout que cette proposition sera Eh bien, malheureusement, je pense que c'est mal parti parce que le patronat ne veut pas lâcher et que, de fait, le gouvernement ne lui donne aucune raison de lâcher puisque le gouvernement lui a d'ores et déjà dit que s'il n'y avait pas d'accord, la réforme actuelle s'appliquait. Donc le patronat n'a aucune motivation à faire un pas en direction des syndicats. C'est ça le problème. Sur le budget, l'Himalaya de François Bayrou, 40 milliards, c'est le chiffre du gouvernement, a trouvé d'économies pour 2025. Est-ce que c'est la bonne méthode, finalement, de laisser un peu fuiter quelques ballons d'essai, mais garder tous les arbitrages pour la mi-juillet ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait travailler sérieusement avec notamment les acteurs sociaux autour de la table. Ce que nous pensons, c'est que le mot-clé, ça doit être la justice fiscale. Il faut arrêter que plus on est riche, moins on paye d'impôts. Il faut mettre fin à ces 200 milliards d'aides publiques aux entreprises sans condition ni contrepartie. On ne leur a jamais donné autant d'argent. Pour autant, elles continuent la politique de l'offre, à licencier. C'est la politique de l'offre d'Emmanuel Macron. Donc, qui est un naufrage aujourd'hui. Plus d'impôts, notamment pour les très riches. Les économies, la baisse des dépenses à la CGT, vous en avez ou pas ? Ça dépend sur quoi. Par exemple, il faut arrêter de distribuer un pognon de dingue aux entreprises et notamment aux plus grandes entreprises. Là, on pourrait faire 200 milliards d'euros d'économies. Oui, mais ça, je vous parle de baisse de dépenses. Là, c'est des niches fiscales que vous supprimez. C'est ça, c'est aussi une forme de dépense. Le problème, c'est que nos services publics, aujourd'hui, vont très mal. Nos hôpitaux sont à l'os. C'est maintenant toute l'action sociale qui va très mal. On a entendu parler, par exemple, de l'aide sociale à l'enfance avec des dizaines de milliers d'enfants qui sont en danger aujourd'hui, je veux le dire de façon très grave. C'est peut-être une des choses les plus graves qui se passent dans le pays aujourd'hui, c'est qu'il y a des enfants qui sont aujourd'hui victimes de violences chez eux, qu'on ne peut plus protéger avec une bombe à retardement parce que ce secteur n'est plus financé. Catherine Vautrin annonce un projet de loi sur le sujet de la protection de l'enfance. Il faudra mettre des moyens humains pour accompagner, protéger les enfants. On ne peut plus laisser des dizaines de milliers d'enfants en danger dans le pays. Pardon de vous ramener aux économies, au budget, mais cette piste de l'année blanche. L'année blanche, c'est le gel de toutes les prestations sociales. Ça veut dire qu'elles ne sont plus indexées sur l'inflation.
Est-ce que c'est la bonne idée ? Non, parce que ça veut dire une baisse de pouvoir d'achat massive pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Même si on fait quelques exceptions pour les plus modestes ? Non, ce qu'il faut, c'est aller chercher de l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des plus riches et des plus grandes entreprises. Je rappelle que depuis le début du septennat d'Emmanuel Macron, 73 milliards d'euros ont été consentis de cadeaux aux plus riches et aux plus grandes entreprises. C'est 73 milliards d'euros chaque année que les plus riches et les plus grandes entreprises payent en moins. Donc il suffirait de rétablir le niveau d'imposition tel qu'il était en 2017 pour résoudre l'équation des 40 milliards à trouver. La solution est simple. La TVA sociale, c'est non. La CGT s'est déjà exprimée dessus. Il y a cette piste également évoquée par Amélie de Montchalin, la ministre du Budget, revoir les crédits d'impôt des services à la personne, les nounous, les aides pour faire le ménage. Crédit de confort, dit-elle. Il y a des abus. Est-ce qu'il faut aller les chercher ? Il faut regarder, peut-être qu'il faut plafonner dans certains cas. Mais vous n'y êtes pas hostile ? Il faut regarder. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin d'avoir une politique de prise en charge de la petite enfance. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié des enfants de moins de 3 ans qui n'ont pas de solution de prise en charge. Ça coûte très cher pour les ménages de pouvoir faire garder leurs enfants. C'est indispensable pour que les femmes puissent travailler. Et donc, il faut une politique massive dans le secteur de la petite enfance. Mais après, il y a peut-être des effets d'aubaine sur lesquels il faut regarder. Oui, par exemple, est-ce que les gens ont besoin d'avoir 2, 3, 4 personnes pour travailler à leur domicile ? Ça, je ne pense pas. C'est dit. Sur la prime Rénov', vous avez émis d'ailleurs une proposition, on va en parler, mais finalement, après avoir suspendu le dispositif d'aide aux travaux de rénovation thermique face aux excès de fraude et l'emballement des Français pour ce système qui est assez coûteux pour l'État, Éric Lombard annonce que le guichet rouvrira à la fin du mois de septembre. Donc il sera fermé en fait entre juillet et le 30 septembre, c'est-à-dire l'été. Bonne nouvelle ? Bonne nouvelle de le réouvrir. Après, je ne suis pas convaincue par ces 3 mois de fermeture. C'est très important d'avoir un dispositif incitatif fort pour accompagner la rénovation énergétique des logements. Il y a un énorme travail à faire. Je rappelle que c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent du bâti et donc qui pourraient être limitées s'il y avait un travail de rénovation massif. Après, il y a besoin effectivement de reconfigurer ma prime Rénov'. Oui, vous avez fait une proposition qui m'a surprise. Vous voulez flécher ma prime Rénov' vers le Made in France, c'est-à-dire ? En fait, le problème, c'est que MaPrimeRénov', c'est un peu comme sur le photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on a eu une politique incitative pour le photovoltaïque, mais on n'a pas du tout travaillé sur la filière industrielle en amont. Le résultat, ça a été quoi pour le photovoltaïque ? Ça a été l'inondation du marché français par des panneaux chinois avec des effets de dumping et les quelques entreprises françaises qu'il y avait dans le secteur qui ont fermé la porte. MaPrimeRénov', elle finance les Chinois ? Non, mais MaPrimeRénov', elle doit aider à structurer un secteur industriel en France sur la rénovation énergétique. Donc les entreprises françaises, ou en tout cas les entreprises qui produisent en France ? Oui, tout à fait. J'étais la semaine dernière à l'entreprise de Dietrich. C'est la plus ancienne entreprise métallurgique française. Elle a été créée en 1660, figurez-vous. Et cette entreprise, elle est menacée de délocalisation en Slovaquie et en Turquie. Elle fabrique des pompes à chaleur. Il faut avoir un dispositif. Il faut évidemment empêcher la fermeture de cette entreprise. La CGT se bat. Et il faut aussi avoir des dispositifs incitatifs pour le Made in France. Alors, MaPrimeRénov', c'est pour évidemment faire de la rénovation thermique. On va parler d'écologie. J'imagine que vous avez lu le coup de gueule d'Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale. Je suis en colère, je ne suis pas content après les différents reculs du gouvernement sur les ZFE, le coup de frein sur les ZAN, la loi Duplon. Est-ce que vous êtes sensible à la défense de son bilan et à l'appel à la remobilisation du président sur l'écologie ? Oui, son bilan était déjà quand même très faible en matière environnementale, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très inquiétant, ce recul en arrière, notamment les pesticides qui ont été réautorisés dans le domaine agricole, les néonicotinoïdes notamment. C'est très dangereux, c'est un danger pour toutes et tous. On a un scandale sanitaire qui vient d'être révélé il y a quelques jours sur les polluants qu'il peut y avoir dans nos céréales et qui sont responsables de cancers chez des enfants de plus en plus jeunes. Donc il n'a pas à recevoir de leçons.
leçons sur l'écologie, comme il le dit lui-même, le président de la République? Ah si, il peut recevoir des leçons puisqu'il a fait beaucoup trop peu. La France devrait faire beaucoup plus et surtout, j'appelle le président de la République à agir de toutes ses forces au niveau européen pour empêcher le détricotage en cours des normes sociales et environnementales. Aujourd'hui, il y a une alliance qui est très inquiétante au niveau européen entre la droite et l'extrême droite avec le soutien du patronat pour mettre fin aux normes sociales et environnementales et notamment la directive sur le devoir de vigilance qui impose des responsabilités aux multinationales européennes. Et Emmanuel Macron a pris position il y a quelques semaines pour dire qu'il fallait enterrer cette directive. Avec l'Allemagne, c'est très grave. Non, l'Allemagne est revenue sur cette position. Oui, tout à fait, parce que ça n'était pas dans le contrat de coalition. Et donc, c'est ce qui a été rappelé par les syndicats allemands. Pourquoi fait-il cela? Il explique que les normes, selon lui, sont trop lourdes pour les entreprises et que cette directive devoir de vigilance n'est plus applicable. C'est une usine à gaz. Qu'est-ce que vous lui répondez? Eh bien, c'est faux, c'est très grave. Les normes, c'est aussi nos valeurs européennes, c'est la façon dont on peut tirer vers le haut les droits sociaux et environnementaux. Et c'est aussi, d'ailleurs, le meilleur moyen de protéger le marché européen du dumping fiscal, social, environnemental qui peut être organisé par la Chine et les États-Unis. Donc, ça serait une fuite en avant de supprimer ces normes sociales et environnementales. Il faut au contraire qu'il y ait davantage d'harmonisation au plan européen. Et là, Emmanuel Macron fait tout l'inverse, c'est très grave. Donc je l'appelle à mettre fin à ces doubles discours. L'emploi industriel, sur lequel la CGT est très fortement mobilisée sur le terrain, on vous a vu aux côtés des ArcelorMittal, de Vencorex, et également des salariés de la papeterie Chapelle d'Arblay, à Grand-Couronne, on est en Seine-Maritime. Elle vient d'être sauvée de la faillite. L'État va entrer au capital. C'est une victoire de la CGT? Oui, c'est une magnifique victoire. Après 2096 jours de lutte, je tiens vraiment à saluer la bataille menée par les 217 PAPCHAP, par les 3 délégués CGT qui se sont battus depuis 5 ans, qui n'ont rien lâché. On va pouvoir recréer à terme près de 200 emplois. Ça montre qu'il ne faut pas qu'il y ait de fatalisme en matière industrielle et que quand l'État joue son rôle, on peut sauver des emplois. Donc l'État actionnaire, c'est la solution? Ça peut être une solution et il ne faut pas se l'interdire a priori. Et donc, j'appelle l'État à faire ce qu'il a fait pour Chapelle d'Arblay, pour beaucoup d'autres dossiers. Il en a les moyens, vraiment? Mais bien sûr, à commencer par ArcelorMittal. L'État a promis 850 millions d'euros d'aide à ArcelorMittal alors que Arcelor est en train de faire un plan de 630 licenciements. La première des choses, ça serait de dire que ces aides ne sont pas un chèque en blanc, mais que c'est converti par une entrée au capital de l'État. Ça change tout. Ça veut dire que l'État se donne les moyens de contrôler la politique économique des entreprises. La CGT qui tient à jour le nombre d'emplois industriels menacés ou détruits. Vous aviez publié des cartes. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui sur les usines en danger, voire déjà sur le carreau? Nous sommes à plus de 400 plans de licenciement qui sont recensés dans toute la France. On sait qu'il en manque beaucoup. Nous sommes évidemment très inquiets par la situation de l'industrie. Je parle d'ArcelorMittal parce que l'acier, c'est central. Si on laisse ArcelorMittal faire ce qu'il veut, à savoir mettre fin à l'acier français et à l'acier européen, il n'y aura plus d'industrie en France et en Europe. Il faut se rappeler que Mittal, quand il a racheté Arcelor il y a 20 ans, avait promis de ne faire aucun licenciement. Le bilan 20 ans après, c'est quoi? Ils ont fermé la moitié des usines en France. C'est pour ça que nous disons que nous ne pouvons plus leur faire confiance et qu'il faut que l'État tape du poing sur la table et menace de nationaliser Arcelor pour maintenir la production de l'acier en France et en Europe. Au-delà, il faudrait même construire un géant européen de l'acier alors pour avoir des tarifs une production d'acier. De Donald Trump qui va sans doute les mettre en œuvre sur l'acier et l'aluminium. La CGT qui soutient aussi la grève des dockers à Fos-sur-Mer, qui bloque 3 conteneurs de composants militaires à destination d'Israël. Est-ce que le syndicat est pleinement dans son rôle? Oui, bien sûr. Cette action, elle s'inscrit dans la tradition internationaliste et pacifiste de la CGT et des dockers. Les dockers avaient fait grève déjà il y a un peu plus d'1 an pour la paix en Ukraine, en Palestine et à l'époque en Arménie, parce que les Arméniens étaient aussi agressés à ce moment-là. Mais la France ne nous livre pas des armes lourdes déjà montées à Israël. Ça n'est que des composants. Oui, il faut s'y opposer. En fait. C'est une énorme hypocrisie. Et donc, cette action, elle est magnifique. Nous en sommes extrêmement
extrêmement fière parce qu'elle démontre l'hypocrisie du discours de la France qui, dans le même temps, dénonce les crimes de guerre qui sont commis par le gouvernement israélien, mais continue à livrer des armes. Il faut mettre un stop immédiat et mettre un embargo sur l'envoi d'armes en Israël. Ça n'est pas normal que ce soit les dockers CGT français qui soient obligés de faire cela. Mais cette action, elle est très forte aussi. Vous saluez aussi le positionnement de la France et d'Emmanuel Macron sur le sujet Gaza-Israël avec cette probable reconnaissance de l'État palestinien par la France? Il faut que la reconnaissance de la Palestine, elle soit immédiate. Il faut arrêter de mettre 36 conditions et de la reporter à Mathusalem. Et puis ensuite... Mais il avance à vos yeux sur ce sujet? Le président, il a le bon point de la CGT ou pas? Maintenant, il faut qu'il joigne les actes à la parole. Ça n'est pas possible d'avoir ces paroles qui sont effectivement nécessaires et de continuer de laisser des livraisons d'armes partir pour Israël. C'est pas normal que ce soit les dockers de la CGT qui soient obligés de bloquer les armes. La France doit agir. Le message est passé. On verra ce qu'il en est du côté de l'exécutif. Il y a 2 manifestations demain dans le Loiret. L'une qui est baptisée la Fête de la Victoire par Marine Le Pen. Elle a invité beaucoup de populistes européens. Il y aura Viktor Orban, il y aura Geert Wilders, le néerlandais. Et vous serez, vous, à Montargis, avec beaucoup d'ONG, d'associations, pour dire quoi, pour faire quoi avec des figures de la gauche? Nous serons avec des syndicalistes européens également pour dire que nous sommes très inquiets de la situation et de la montée de l'extrême droite partout en Europe et partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, les idées d'extrême droite tuent. Je veux dire toute ma solidarité et rendre hommage à Hichem Miraoui, le coiffeur qui a été assassiné dans le Var. Je veux aussi rendre hommage à Aboubacar Cissé qui a été assassiné il y a quelques mois également dans une mosquée et dire c'est l'extrême droite qui les a tués? Ah oui, tout à fait. Ce sont les directement, vous faites un lien direct entre évidemment le passage à l'acte et l'extrême droite. Leurs assassins ont revendiqué des idées d'extrême droite au moment où ils ont assassiné ces personnes. Mais la responsabilité est d'abord individuelle. Non, puisque c'est aussi les idées d'extrême droite, le fait de les reprendre, les véhiculer sur Internet, qui alimentent ce type d'actes qui avaient disparu en France. C'est extrêmement inquiétant de voir la progression des actes racistes, des actes antisémites aussi, dont souvent l'extrême droite est aussi responsable. Donc notre rassemblement, il vise d'abord... Pour être très précise, vous dites que l'extrême droite est responsable de la mort de Hichem Miraoui ou qu'elle a nourri le passage à l'acte? C'est pas la même chose. Les idées d'extrême droite, ce sont les idées d'extrême droite qui nourrissent ces passages à l'acte, puisque les assassins ont revendiqué des idées d'extrême droite avec des propos racistes, islamophobes extrêmement clairs. Et puis le deuxième message que nous allons passer à Montargis, c'est que l'extrême droite, c'est le pire ennemi des travailleurs et des travailleuses. En Europe, nous assistons à une alliance inquiétante de l'extrême droite avec la droite et avec une partie des milliardaires pour revenir sur les droits des travailleurs et des travailleuses. Exemple? Et bien justement, par exemple, avec ce mouvement de déréglementation qui est en train de se mettre en place au niveau européen, c'est ce que Donald Trump est en train de faire aux États-Unis, où dans son projet de budget, il veut considérablement baisser les impôts des milliardaires, et donc il baisse, il supprime des emplois de fonctionnaires, et puis il supprime la maigre protection sociale des Américains. Il n'y a pas pire danger pour les travailleurs et les travailleuses que les idées d'extrême droite. C'est pour ça que nous serons rassemblés demain. Il y a un an, le 9 juin 2024, Emmanuel Macron annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale. Les Français ne l'ont pas comprise et même pas digérée. En témoigne le sondage Elab dans la Tribune dimanche publié ce matin. Et vous, la décision funeste du chef de l'État, c'est comme ça que vous la voyez ? C'était une décision scandaleuse parce qu'elle a failli livrer les clés du pays à l'extrême droite. C'est grâce à la mobilisation citoyenne et syndicale que Jordan Bardella n'est pas rentré à Matignon. Nous en sommes très fiers. Maintenant, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron refuse de respecter le résultat des urnes et d'entendre le vote de millions de travailleurs et de travailleuses qui se sont déplacés en force pour les élections législatives et qui ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites, pour l'augmentation des salaires, pour l'amélioration de nos services publics et dont le vote n'est pas entendu. Pour bien comprendre, s'il dissout, il peut le faire maintenant, c'est la Constitution, un an est passé, il peut dissoudre à nouveau. Il faudrait que le nouveau Front populaire se reconstitue, toute la gauche, les socialistes avec les communistes et les insoumis?
Oui, je pense, mais en tout cas, le sujet à ce stade n'est pas celui-là. Je pense que Emmanuel Macron doit respecter la démocratie. Il n'a plus vraiment les moyens, puisque vous le voyez, bien c'est sûr. le Parlement qui décide. 3 blocs que tout oppose, sans majorité. Non, parce qu'avec les quelques moyens qui lui restent entre les mains, Emmanuel Macron empêche à la démocratie de parler. C'est lui qui nomme le Premier ministre. Et donc, Vous attendez encore un Premier ministre de gauche. On est dans le seul pays démocratique dans lequel le président de la République peut se permettre de ne pas nommer comme Premier ministre celui qui est arrivé en tête aux élections. C'est quand même une anomalie démocratique centrale. Le RN, toujours selon ce sondage, sort largement renforcé de la dissolution aux yeux des Français. C'est ce que pensent 42% d'entre eux. C'est un des effets de la dissolution, avoir rapproché l'extrême droite du pouvoir. Est-ce que dans ces conditions, faire la proportionnelle, c'est le bon moment? Ça renforcerait sans doute encore plus le RN Oui, je pense que c'est très dangereux et surtout, je pense que derrière, il y a beaucoup de calculs politiciens du Premier ministre qui, franchement, ne sont pas à la hauteur de la gravité de la situation du pays. Aujourd'hui, la priorité du Premier ministre, ça ne devrait pas être de faire une loi sur la proportionnelle ou de réformer le mode de scrutin pour les municipales à Paris, à Lyon et à Marseille. Ça devrait être d'empêcher les licenciements qui sont en train de mettre le pays à genoux. Voilà ce que devrait faire le gouvernement, abroger la réforme des retraites, augmenter les salaires, répondre aux exigences sociales. Il n'y a pas de gouvernement qui tiendra dans la durée sans répondre aux exigences sociales. Comment vous expliquez que finalement, il n'y a pas de colère sociale? Il y a eu un très très gros mouvement pendant la réforme des retraites. Vous l'avez dit, les Français veulent garder les 62 ans, rêvent des 60 ans. Mais pour l'instant, rien ne bouge, pas de mouvements sociaux massifs. Bien sûr, il y a ArcelorMittal, bien sûr, il y a des problèmes terribles de licenciement dans l'emploi industriel. Mais on a l'impression qu'ils sont attentistes, ils attendent la présidentielle. Au fond, ce n'est pas ça le grand rendez-vous qui tranchera ces questions? Alors attention, les travailleurs et les travailleuses ne vont pas attendre 2 ans pour se mobiliser. Il y a une colère sociale qui est très forte dans le pays et une attente de changement qui est très forte. Et donc, il faut y répondre. Ma dernière question, elle porte sur la gauche. Vous avez vu qu'Olivier Faure a dit qu'il allait rassembler, qu'il tendait la main aux socialistes qui n'ont pas voté pour lui. Et il a expliqué également que, il y aura sans doute une primaire, en tout cas il le souhaite, de toute la gauche, sans Jean-Luc Mélenchon, de Ruffin à Glucksmann, qui pour l'instant a dit non. Vous soutiendrez, la CGT pourrait soutenir une grande primaire unique d'union de la gauche? On en débattra. Après, c'est pas notre rôle. Elle s'est toujours positionnée au moment des grandes échéances. Oui, bien sûr. Donc on en débattra. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin, au vu de la gravité de la situation du pays, qu'il y ait une alternative sociale forte. Pourquoi Donald Trump a gagné? Parce qu'en face, il n'y avait pas de réponse aux attentes, aux exigences des travailleurs. Ce candidat de gauche pour la CGT, ça peut être Jean-Luc Mélenchon ou c'est exclu? Mais nous, le casting ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un rassemblement autour d'une alternative à la politique économique et sociale calamiteuse qui a été menée par Emmanuel Macron. Merci infiniment. Merci Sophie Binet d'avoir répondu aux questions de France Info.